voudrais simplement insister sur une étude que nous avons menée ici même au Cameroun, auprès de 15 femmes entrepreneurs du GICAM. Et je voudrais partager avec vous le profil de la femme entrepreneur, qui en réalité ne s'écarte pas beaucoup du profil de la femme entrepreneur dans d'autres pays africains. Alors l'étude a été menée en 2017, parce qu'il est curieux et il est intéressant de savoir quels sont finalement les parcours des femmes et comment est-ce qu'on pourrait justement non seulement les aider, mais surtout comment est-ce qu'elles pourraient contribuer à l'émergence de nos pays. Alors, sur les 15 femmes, nous avions 53% qui avaient un âge compris entre 50 et 62 ans. Il faut dire que nous avons identifié les femmes qui étaient vraiment au sommet de leur carrière. C'était des femmes entrepreneurs qui géraient des entreprises qui avaient plus de 15-20 ans d'existence. Donc, ce sont des femmes forcément qui avaient au-delà de 40 ans, de 45 ans. Alors, 27% justement de ces femmes avaient entre 40 et 50 ans et 20% entre 37 et 40 ans. Première conclusion, pour arriver au sommet, on se rend compte que c'est parfois, si on a commencé tôt, à 25 ans ou 30 ans, c'est à 45 ans qu'on arrive vraiment au sommet de la gloire et parfois à la tête des entreprises florissantes. Alors, bien évidemment, l'une des caractéristiques intéressantes, ce sont les maternités. L'ensemble de l'échantillon représentait à peu près 37 enfants. Il y avait une seule femme qui n'avait pas d'enfants. Donc, on avait une moyenne en réalité de 2 enfants par femme, ce qui est déjà différent de nos mamans qui avaient 11 maternités parfois lorsque c'était passé. Alors, autre élément important, statut matrimonial, 11 femmes mariées, 2 divorcées, 1 célibataire et 1 en couple. Alors, pourquoi on insiste sur le statut matrimonial? On va le voir par la suite, parce que les femmes estiment que ce n'est pas un statut qui les empêche d'entreprendre. Et donc, finalement, on ne peut pas considérer cet élément comme étant un frein. Toutefois, on verra en quoi ça pourrait être un levier. En tout cas, messieurs, vous allez nous excuser, apparemment, vous êtes parfois des freins. Alors, statut familial, on a 4 femmes qui sont issues des familles monoparentales. Et ce qui nous a également intéressé, c'est qu'il y avait plusieurs femmes également qui venaient de familles, parfois d'hommes d'affaires. Je voudrais d'ailleurs annoncer, l'année prochaine, nous avons une petite étude, une étude que nous allons publier sur les femmes héritières, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a aussi un potentiel au niveau justement des femmes qui héritent de leurs parents des entreprises et qui les gardent prospères. Alors, 50% des parents ont vécu ensemble, mariés, et 50% n'ont pas vécu mariés. Donc, vous voyez que ce sont des femmes qui ont des parcours ordinaires, qui sont dans des environnements également relativement ordinaires. Alors, à la fin de l'étude, on s'est rendu compte que les femmes entrepreneurs présentaient au Cameroun 8 caractéristiques principales. Premièrement, elles avaient un leadership marqué au plan moral. Parce que tout disait, si on a pu s'en sortir avec la banque, c'est parce qu'on a été authentique. Je n'ai pas envie de dire que les hommes ne sont pas authentiques, mais ce qui caractérise souvent les hommes d'affaires ou le domaine des affaires, c'est qu'il y a de la malice. Mais les femmes ici, justement, justifiaient leur présence et surtout leur pérennité à la tête des entreprises par ce caractère, ce leadership moral. Alors, un autre élément, c'était au niveau du cheminement de carrière. Beaucoup de femmes n'avaient pas eu de carrière discontinue. Elles étaient sur la même trajectoire. Parfois, c'est des ruptures d'une seule, je peux dire quoi, une seule rupture, mais très souvent, elles sont dans des trajectoires et elles restent dans cette trajectoire-là. C'était un constat qui nous a assez frappé parce que parfois, on peut avoir des carrières avec plusieurs ruptures et parfois dans des environnements différents, mais là, c'était vraiment très marqué. Alors, bien évidemment, toutes les femmes que nous avons rencontrées étaient compétentes. Je crois qu'il n'y avait que 2 des 15 qui n'avaient pas de niveau de l'université, mais qui, sur le terrain, ont acquis un ensemble de compétences techniques. Et donc, finalement, on arrive à conclure qu'il est difficile d'être une femme entrepreneur de haut niveau sans compétences. La compétence reste toujours le socle principal. Elles ont un projet de carrière clair, elles savent ce qu'elles veulent, elles sont prêtes à affronter les défis. Elles ont des valeurs également, comme je disais, valeurs morales. Mais ce qui est intéressant, revenons à quelques acteurs déterminants de leur carrière, et notamment le rôle de mère et épouse. Alors, ce qu'elles nous ont confié, c'est que leur rôle de mère et épouse ont été relativement dilués à un moment donné de la carrière. Et il y a eu le relais d'autres personnes. Mais je voudrais insister davantage sur le réseau relationnel qu'elles ont évoqué. On s'est rendu compte que le mari ou le compagnon était pour la plupart des leviers à leur réussite. On a même rencontré une qui nous a dit, c'est mon mari qui a mis à disposition des ressources financières. C'est lui qui m'a aidé à monter le projet. C'est lui qui m'a demandé de démissionner. Madame Minka, que nous connaissons tous, qui travaillait au ministère, au Minefop, je pense. Et lorsqu'on a lancé le projet de Pipeline, elle a démissionné, toute jeune qu'elle était, pour créer justement son entreprise. Et actuellement, c'est l'entreprise la plus florissante en termes de placement du personnel et en termes également de location de voitures parce qu'elle a fini par diversifier son entreprise. Et c'est justement son mari qui l'a incité à démissionner et à bénéficier de cette opportunité. Et donc finalement, on s'est rendu compte que les femmes autant que nous sommes
pour celles qui sont mariées, le mari et le compagnon constituent un levier important pour celles qui réussissent. Ne me demandez pas ce qu'il faut faire des maris qui ne nous aident pas. Je ne sais pas s'il faut les laisser partir, s'il faut les convaincre, s'il faut comment on dit à l'église là, les exorciser, hein, justement. Parce que finalement, entreprendre, c'est quelque chose de noble. On s'est également rendu compte que les femmes ont bénéficié, pour celles qui travaillaient, et notamment, je prends là le cas de la dame qui a, je crois, NCA, qui travaillait à AXA et qui a été encouragée par son chef hiérarchique, qui a été d'abord encadré, on appelle ça l'intrapreneuriat, et justement qui a bénéficié de l'encadrement de son chef comme coach et finalement comme mentor, et par la suite comme financier. Juste pour conclure qu'on ne fait pas, on ne devient pas entrepreneur dans l'isoloir. Hein, on a besoin d'un réseau relationnel et bien évidemment, certains ont bénéficié des appuis étatiques. Alors, si on insiste sur ces éléments, c'est qu'on nous dit les femmes, et cette fois-là l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire les femmes dans toutes leurs caractéristiques, avec l'appui du mari, avec les contraintes des enfants, pourraient contribuer effectivement à l'émergence à travers les entreprises qu'elles créent. Elles créent de la richesse, elles créent de l'emploi. Et nous savons bien que ce sont autant d'éléments qui contribuent justement à l'émergence de nos pays. Et donc l'entrepreneuriat féminin, dans les caractéristiques, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des femmes, contribue effectivement à l'émergence de nos pays. Mais vous comprendrez très vite que cette hypothèse peut être complétée ou sapée par la deuxième, qui voudrait que lorsqu'une femme se retrouve sur le marché, il n'y a plus de genre. Hein, lorsqu'on est devant le banquier, ce n'est pas la nature du genre qui donne le crédit. C'est que les femmes finalement, au-delà d'être femmes, devraient être des entrepreneurs et faire face à la concurrence. Et donc, de ce point de vue, et c'est la deuxième partie de mon propos, il y a une neutralité, parfois qu'il faut afficher lorsqu'on est sur le marché, parce que la concurrence ne demande pas d'être homme ou une femme. Et donc, la différence sexuelle ici, qui relève en réalité d'un construit social, peut ne pas être un argument utile lorsque nous sommes sur le marché. Et lorsque nous sommes sur le marché, nous allons donc être confrontés à toutes les préoccupations du financement, si on prend seulement le financement, parce qu'il y a d'autres préoccupations, du financement de l'entrepreneuriat, et disons ici l'entrepreneuriat féminin. Mais je voudrais bien enlever féminin, parce que lorsque vous êtes devant le banquier, vraiment, il faut apporter des garanties, il faut que l'État vous accompagne. Et donc, la préoccupation et la problématique centrale ici, c'est comment financer dans l'entrepreneuriat. La femme ici étant placée dans un marché qui n'est pas genré. Et donc, de ce point de vue, le financement de l'entrepreneuriat, je vais vous amener un peu dans la théorie, je suis désolée, c'est un peu mon métier aussi. C'est que le financement de l'entrepreneuriat, et notamment dans les pays en voie de développement, insiste davantage ou alors est davantage porté par le financement public. Parce qu'en réalité, c'est un financement spécifique. Entreprendre ou alors encourager les femmes dans les secteurs aussi fragiles demande en réalité d'investir dans un secteur où la finance classique n'est pas prête à accompagner l'entrepreneur. Donc il s'agit ici, lorsqu'on parle du financement de l'entrepreneuriat, de mettre l'accent sur un entrepreneuriat qui a un caractère socialisé, très personnalisé, et surtout qui accompagne la jeune entreprise qui peut mourir 5 ans après. Donc il y a un gros risque à accompagner les entreprises. C'est la raison pour laquelle le ministère en charge, et j'imagine le secrétaire général ici, sait très bien que nous avons échangé sur les incubateurs et tous les dispositifs que l'État met en place justement pour encourager l'entrepreneuriat parce que c'est un entrepreneuriat risqué. Et donc finalement, c'est un financement, on parle souvent de la finance entrepreneuriale, c'est un financement qui tient compte des spécificités de l'entrepreneur et qui échappe en réalité aux hypothèses de la finance classique.